C'est Si dément, un thriller à suspense de Fate Bold, tome 9, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Tyler se sentait l'âme aventureuse, comme à l'époque du lycée où Len Grant et lui enchaînèrent les bêtises. Ils se faufilaient dans le jardin du voisin pour chaparder des bières dans le frigo extérieur, ou risquaient de se briser les os en se défiant de sauter du balcon du 3e étage du motel Aspen Star, abandonné depuis belle lurette. Ils avaient survécu à toutes ces folies, mais Len se plaignait encore parfois de sa cheville. Bien sûr, Len avait mûri depuis. Il avait une fille, un vrai boulot, et vivait à Denver où il trimait de 9 à 5, dépensant son salaire en vêtements pour bébé, et plus récemment en tenue pour bambin. Il était devenu un adulte accompli, dont les aventures se limitaient désormais aux rendez-vous hebdomadaires au café avec Jennifer et aux sorties occasionnelles dans les parcs d'attractions avec Dustin. Des moments dont leur fils ne garderait aucun souvenir, mais qui nourriraient sans aucun doute la nostalgie de Len et Jen quand Dustin finirait par quitter le nid. Len et Jen, le fait que cette comptine enfantine l'amuse encore prouvait que Tyler, lui, n'avait pas vraiment grandi. Au propre comme au figuré, il n'avait jamais quitté son nid. Ses parents avaient déménagé, mais Tyler habitait toujours leur maison, leur envoyant de temps à autre un loyer. Il veillait encore tard pour grignoter des chips et siroter de la bière bon marché, partageant son temps libre entre les animes et les jeux vidéo. À 29 ans, force était d'admettre qu'il n'avait plus l'air d'un ado, ni même d'un étudiant de 21 ans, mais il se sentait toujours comme tel. Tout cela allait changer avec l'ouverture du nouveau centre de distribution. Cette petite ville, aussi insignifiante et inutile fût-elle, était idéalement située entre Spokane et Boise, juste à côté de la 95. Plutôt que d'expédier le bois, le granit et les divers métaux, précieux ou non, extraits des montagnes à l'ouest vers l'Oregon ou au sud vers Boise, puis à l'est vers Butte, les compagnies maritimes pourraient emprunter une route directe longeant la chaîne montagneuse, économisant ainsi des centaines de kilomètres et des milliers de dollars de carburant par expédition. Grâce à ces emplois, Granger passerait du statut de bourgade parmi tant d'autres, semblant n'exister que pour exister, à celui de centre économique important. Outre les postes que le centre lui-même créerait, il y aurait les inévitables extensions et rénovations des autoroutes, ainsi que la multitude d'emplois dans les services et les loisirs qui suivraient. Granger, comme Len, grandissait. Le soleil encore bas dans sa course dispensait sa lumière sans chaleur sur la fraîcheur matinale des montagnes pendant que Tyler marchait. Il se dirigeait vers le chantier, bien qu'aucune construction n'ait encore commencé. On en était encore à déblayer le terrain où s'élèverait l'énorme entrepôt et le parking. Le bâtiment lui-même devait couvrir près de 3 acres. Tyler secoua la tête. C'était une surface démesurée. En approchant, il fut surpris d'entendre des engins. La semaine précédente, les pelleteuses à blows avaient accidentellement mis au jour un ancien puits de mine. D'ordinaire, cela signifiait l'arrêt de tous les travaux jusqu'à ce qu'une équipe d'experts puisse être dépêchée sur place pour évaluer l'intégrité structurelle de la roche environnante. Puis des rumeurs de fantômes avaient circulé. Bien sûr, l'équipe de construction était principalement composée de personnes extérieures à la région qui ignoraient donc que l'endroit était réputé hanté. Cela n'aurait pas eu d'importance s'ils l'avaient su. Le monde des affaires était ce que Tyler pouvait imaginer de plus adulte et n'avait que faire des superstitions et des contes de fées. Cependant, la sécurité était primordiale. Même si les patrons ne se souciaient guère de la santé de leurs employés, les poursuites judiciaires qui suivraient derrière tout décès accidentel étaient un véritable cauchemar pour les promoteurs immobiliers. Peut-être avaient-ils accéléré l'enquête et conclu que tout était sûr. En arrivant sur le site, il ne vit que quelques tractopelles et un bulldozer. De loin, les échos des montagnes donnèrent l'impression d'une activité bien plus intense. Il aperçut peut-être une demi-douzaine d'hommes en casque. Les engins semblaient de presque nonchalants tandis qu'ils labouraient le sol, créant des monticules de gravier et de terre. Du ruban de signalisation barrait une entaille dans la paroi de terre excavée, là où se trouvait l'entrée de l'ancienne mine. Elle n'était qu'à une quarantaine de mètres de lui, et tous les travaux se déroulaient à 150 ou 200 mètres de là. Une distance plus que suffisante pour lui permettre d'atteindre la mine sans être vu. Une fois de plus, le frisson de l'aventure le gagna. « Prêt à faire des bêtises, Len ?» murmura-t-il. Il éclata de rire tout seul. Len serait ravi d'apprendre que Tyler lui parlait en son absence. Il pouvait presque voir le sourire facile de son ami, entendre le ton sarcastique de sa voix lorsqu'il dirait « Je savais que tu m'appréciais, mec, mais je ne pensais pas que tu étais fou de moi à ce point. » Mais Len avait grandi maintenant. Peut-être se contenterait-il de pouffer discrètement en envoyant un message à sa femme à propos de la liste de courses. Comme le temps file.
Tyler s'appuya contre la paroi et descendit lentement la pente abrupte menant à la mine, gardant un œil sur les machines et l'équipe. Personne ne se retourna pour le regarder, et lorsqu'il atteignit le ruban de signalisation, il se faufila dessous et entra dans la galerie. Alors qu'il s'éloignait de l'entrée et s'enfonçait dans l'obscurité, un sentiment de déjà-vu le frappa. Il repensa à Len et à la façon dont il se taisait et se bousculait au moindre bruit imaginaire. Il réalisa, avec une maturité surprenante, que ces chamailleries amicales n'étaient que leur façon de se rassurer mutuellement. « T'inquiète pas, Len, murmura-t-il, ils ne nous entendront pas. » Il sortit une lampe torche de sa poche, l'alluma, puis appuya 2 fois sur l'arrière pour stabiliser le faisceau. En avançant sur le sol inégal du tunnel, Tyler percevait d'étranges bruits provenant des profondeurs. Des craquements et des gémissements résonnèrent dans les couloirs sombres, comme dans un vieux film d'horreur en noir et blanc. Il aurait vraiment aimé que Len soit là. Ils auraient pu rire de tout ce qui faisait peur, et leurs éclats de rire auraient chassé l'angoisse. « Et Len, ce gémissement ressemblait à celui de ta mère. »« Va te faire voir, Tyler, » dit-il en imitant la voix grave de son ami. « Tiens, c'est marrant. Ta mère m'a dit la même chose hier soir. »« J'en sais rien. J'étais trop occupée avec ta frangine. » Ça explique pourquoi elle pleurait ce matin. Il continua à plaisanter avec son ami imaginaire tout en s'enfonçant dans la mine. La lampe torche se remit à vaciller, accentuant l'atmosphère lugubre. « Ça fout les jetons ici, » dit-il en prenant l'accent exagéré de Brooklyn qui faisait toujours rire Len. Un courant d'air glacial s'échappa d'un des puits sur sa gauche. Tyler frissonna, et pas seulement de froid. Sa lampe vacilla à nouveau, et il grogna d'agacement en la frappant violemment. Trop fort. La torche lui échappa des mains, glissa sur le sol et s'éteignit. Le sourire de Tyler s'évanouit, ainsi que toute sa bonne humeur. Si Tyler avait survécu assez longtemps pour remonter à la surface, il aurait pensé que c'était le moment où il avait mûri. Il réalisa soudain qu'un homme à 5 semaines de ses 30 ans n'avait rien à faire dans un puits de mine abandonné, comme un ado boutonneux cherchant à canaliser ses hormones en ébullition et sa peur latente de l'âge adulte. « Bon, Len, » dit-il sans plus aucune trace d'humour dans la voix, « il est temps d'arrêter ces conneries. » Il se mit à 4 pattes et rampa lentement sur le sol en direction de la lampe tombée. Les gémissements qui l'entouraient n'étaient plus excitants, ni même effrayants. C'était carrément terrifiant. « Allez, murmura-t-il, t'es où, saleté ?» Comment se faisait-il qu'il n'y ait plus de lumière venant de l'entrée ? Il marchait depuis à peine 2 minutes. Il ne pouvait pas être allé si loin dans la mine pour qu'il fasse si sombre. Il sentit un goût de cuivre et réalisa qu'il s'était mordu la joue assez fort pour saigner. Il ouvrit la bouche et le claquement de ses dents lorsqu'il la referma résonna dans la galerie comme un gong. « Allez, chuchota-t-il encore, je sais que t'es dans le coin. » Enfin, ses doigts touchèrent un cylindre de métal lisse et froid. Il poussa un son à mi-chemin entre le cri et le gémissement et se releva d'un bond, ses doigts tâtonnant les boutons. Aucune lumière n'apparut lorsqu'il appuya sur l'interrupteur, alors il jura tout bas et dévissa l'arrière du boîtier. C'était là que le bat blessait. Les piles s'étaient délogées, il en remit une, puis l'autre, et revissa soigneusement le couvercle. Il prit une profonde inspiration et appuya à nouveau sur le bouton. Lorsqu'un faisceau de lumière révéla une caverne tout à fait ordinaire, et non une nuée de chauves-souris ou un amas d'ossements blanchis, il poussa un nouveau gémissement de soulagement. Il rit du son qui s'était échappé de sa bouche et dit avec une euphorie nerveuse « Hélène, c'est le bruit qu'a fait ta mère hier soir quand j'étais avec elle. »« Vraiment ? On dirait plutôt une poule mouillée qui chiale parce qu'elle a peur du noir. »« Va te faire foutre, Len !» Sa joie avait refait surface, mais en son fort intérieur, il était parfaitement conscient qu'il devait quitter cet endroit au plus vite. Comme souvent avec ce genre de prise de conscience, celle-ci arriva trop tard pour le sauver. Il fit volte-face et recula de 2 pas sur ses traces. Soudain, des bras puissants l'enserrèrent, et avant même qu'il ne réalise ce qui se passait, il fut tiré en arrière avec une telle force que ses pieds quittèrent le sol. La lampe torche s'écrasa par terre. Le faisceau vacilla, puis s'éteignit. Une brise légère soufflait dans la mine, accompagnée d'un doux gémissement qui s'amplifia jusqu'à devenir un cri perçant. Puis la grotte sombra dans le silence. Chapitre 1er. Ne me dis pas que tu n'aimes pas les chiens, lança Faith. Je ne sais pas si je peux faire confiance à un homme qui ne les aime pas. Je les apprécie, répondit M. West, tout comme j'apprécie les éléphants, les zèbres, les tigres et les crocodiles. Mais comme pour les éléphants et les tigres, je n'ai aucune envie d'en posséder un. Avoir un chien, c'est quand même différent d'avoir un éléphant, fit remarquer Faith avec un sourire en coin. Vraiment, ces 2 créatures sont intelligentes. Elles ont conscience d'elles-mêmes et éprouvent des émotions proches de celles des humains. Elles peuvent même souffrir de troubles mentaux.
Beaucoup de chiens et d'éléphants en captivité présentent des symptômes d'anxiété, de stress post-traumatique, de dépression, voire de troubles de la personnalité. Certaines études suggèrent que les éléphants ont une mémoire extraordinaire, parfois même supérieure à celle des humains. Quant aux chiens, on sait qu'ils reconnaissent les membres de leur portée qu'ils n'ont pas vus depuis des années. Vous pensez donc qu'il est immoral d'avoir un chien ? Non, précisa-t-il. C'est juste que je n'ai pas envie d'en avoir un moi-même. Je suppose qu'en tant que psychologue, j'ai du mal à interagir avec un être intelligent sans être profondément conscient de ses traumatismes mentaux et émotionnels. Et êtes-vous bien conscient de mes traumatismes mentaux et émotionnels ? Il sourit. Voulez-vous une réponse polie ou une réponse honnête ? Face rit, mais ne put s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. Elle était généralement réservée en ce qui concernait ses émotions. Elle acceptait qu'une partie du travail du Dr West consistait à déceler ses traumatismes émotionnels profondément ancrés et à l'aider à les surmonter, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un insecte sous un microscope. Pour information, je ne vous appartiens pas. Son sourire s'élargit, dévoilant 2 rangées de dents parfaitement blanches. J'en prends note. Faith ouvrit les yeux et fixa le plafond. Elle commençait à se sentir comme l'héroïne d'un film d'horreur, celle qui, contre toute attente, finit par être la seule survivante. Elle avait enduré un assaut apparemment sans fin de mort, de destruction et de chagrin, mais elle en était toujours sortie victorieuse. Le tueur était toujours arrêté, et Faith s'en allait toujours vers le soleil couchant, son fidèle chien à ses côtés. C'est ainsi que les choses étaient censées se passer. Elle était l'agent spécial Faith Bold, détective hors pair, chouchou du FBI et championne de la justice, l'une de ces personnes qui apparaissent à la fin du film au milieu des gyrophares, et non l'une des malheureuses victimes abandonnées dans le sillage sanglant du tueur. Au lieu de cela, elle gisait seule dans son appartement, le corps meurtri, l'esprit ravagé. Une fois de plus, un meurtrier fou l'avait rouée de coups. Une fois de plus, elle était entrée, arme au poing, comme une héroïne devrait le faire. Et une fois de plus, le méchant lui avait rappelé que les films n'étaient que des films et que la vraie vie ne faisait pas de distinction entre le bien et le mal. Cette fois-ci, cependant, elle avait survécu non pas parce qu'un autre héros l'avait sauvée, mais parce que le tueur avait décidé qu'il n'en avait pas encore fini avec elle. Il voulait qu'elle sache qu'elle lui appartenait, qu'elle vivait, mourait, prospérait et dépérissait selon son bon vouloir. Il la tuerait quand il serait prêt, mais pas avant de l'avoir brisée, usée jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle que la peau sur les os, un squelette blanchi enveloppé dans le linceul de sa propre existence vide. N'ayant rien d'autre à faire que de penser et de se souvenir, elle se remémora Jethro Trammell et Franklin West, le tueur Alan et le tueur imitateur, maître et apprenti, même si, pour autant qu'elle le sache, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Le seul lien qu'ils partageaient était un goût pour la torture et un intérêt particulier pour une agente du FBI, autrefois effrontée et sûre d'elle. Elle revoyait le regard lubrique de Trammell, entendait sa voix aiguë et glaçante lorsqu'il avait dit « Voyons si tu saignes, petite fille », juste avant de trancher les tendons de son genou droit. Elle voyait le sourire bienveillant de West, sa condescendance à peine voilée, comme s'il était conscient d'incarner le parfait stéréotype du thérapeute freudien, jusqu'à ses lunettes à monture métallique et sa barbichette pointue. Elle revoyait son expression méprisante lorsqu'il fixait son corps battu et déplorait qu'elle soit loin d'être le défi qu'il espérait. Elle entendait sa voix lorsqu'il disait « Je veux que tu regardes autour de toi et que tu ne vois rien d'autre que les vestiges brisés de ta vie, et ce n'est que lorsqu'il ne restera plus que des cendres et des éclats que je veux que tu admettes ta défaite. » Ces images la torturaient, mais elles n'étaient rien en comparaison de la certitude que Turk était quelque part entre les griffes de West. S'il était encore en vie. Elle imaginait Turk recevant une balle dans l'épaule, mais continuant à essayer de la protéger. Elle le voyait touché aux jambes, s'effondrant sous le choc. Elle le visualisait abattu d'une balle dans la tête, dans le torse, encore et encore, tentant en vain de protéger sa maîtresse, une femme dont l'obsession du passé l'avait mis en danger dès le départ. Elle se dit que West ne tirerait pas sur Turk. Ce serait trop simple pour lui. West n'était pas tant un tueur qu'un sadique. Il voudrait voir Turk souffrir. Il souhaiterait entendre ses gémissements et ses cris, ses grognements alors qu'il essaierait de garder son courage. Il voudrait voir Turk lutter, s'affaiblir peu à peu, ses yeux expressifs trahissant une frustration croissante, puis le désespoir, et enfin la résignation, tandis que West déjouerait toutes ses tentatives d'évasion et de vengeance. Il ne laisserait pas Turk mourir tant qu'il n'aurait pas perdu toute combativité, tant qu'il n'aurait pas finalement accepté d'être totalement à sa merci. West ne voulait pas être le diable, il voulait être Dieu. Faith sortit du lit,
serrant les dents contre les courbatures qui la tenaillaient encore. Elle avait passé 4 semaines à l'hôpital et maintenant 2 chez elle. Ses os cassés avaient guéri, mais les ecchymoses mettraient encore 1 mois à disparaître. Elle se sentait bien plus âgée que ses 33 ans. Quelle était cette vieille réplique de film ? Ce ne sont pas les années qui comptent, mais les kilomètres. Quelque chose comme ça. Elle se prépara un petit déjeuner. Le docteur Gunner lui avait dit qu'il était important d'avoir une routine. Cela permettait au corps et surtout à l'esprit de se concentrer sur autre chose que la douleur. Depuis son retour à la maison, elle suivait scrupuleusement la même routine. S'endormir, faire des cauchemars, se réveiller, fixer le plafond, se lever, préparer le petit déjeuner, se doucher et, avec un peu de chance, ne pas s'effondrer en larmes sur le canapé avant l'arrivée de Michael. En parlant de Michael, soit il était en avance ce matin, soit elle s'était réveillée tard car elle venait juste de terminer ses crêpes et son bacon lorsque la sonnette retentit. Elle esquissa un faible sourire et jeta encore quelques tranches de bacon sur la plaque. Michael refusait le petit déjeuner quand elle le lui proposait, mais il le mangeait quand elle posait l'assiette devant lui. S'il y avait une lueur d'espoir dans sa vie après tout cela, c'était bien la présence constante de Michael pendant sa convalescence. Juste avant qu'elle ne s'en prenne une seconde fois à West, Michael avait laissé entendre qu'il ne la considérait plus comme une amie, l'obsession de Faith pour le tueur à gages l'ayant amenée à accuser la fiancée de Michael, Ellie, d'être elle-même la tueuse. Ironiquement, West s'est avéré être l'ex-mari d'Ellie, donc d'une certaine manière, Faith était sur la bonne piste. Michael ne comprendrait jamais cela, et Faith ne s'attendait pas à ce qu'il le comprenne. Le fait qu'il soit là tenait du miracle. Faith avait besoin de tous les miracles possibles. Elle ouvrit la porte et parvint à esquisser un nouveau sourire qui s'effaça presque instantanément. « Le bacon est presque prêt, dit-elle. Les crêpes seront bientôt cuites. »« Je n'ai pas faim, répondit-il. »« Le café est dans la cafetière, dit-elle en l'ignorant. C'est ce café jamaïcain que tu aimes. » Il haussa un sourcil. « Du Blue Mountain, ce truc coûte une fortune. »« Raison de plus pour ne pas le gaspiller, dit-elle en versant 2 tasses et en en tendant une à Michael. Michael semblait vouloir protester davantage, mais finalement, il se contenta de boire le café à petites gorgées et de s'asseoir. Lorsque Faith lui tendit une assiette de crêpes et de bacon, il s'y attaqua comme elle savait qu'il le ferait. Elle s'assit en face de lui et se força à manger. Elle n'avait pas vraiment eu d'appétit depuis son réveil à l'hôpital, 2 mois auparavant. « Des nouvelles de West ?» demanda-t-elle. Michael soupira. « Faith, je ne peux plus continuer comme ça. »« Il a Turk, Michael. » Il leva les yeux vers elle et elle vit dans son regard la certitude que West n'avait plus Turk, mais qu'il l'avait abandonné quelque part dans la nature. Faith refusait de le croire. « Je ne pourrais pas te parler de West même si je le voulais, » dit Michael. « Tu le sais bien, même si tu n'étais pas suspendu, l'affaire te serait toujours interdite. » Elle serra les lèvres. Ce n'était pas une surprise que l'agent spécial Grant Monroe, que les agents du bureau de Philadelphie surnommaient affectueusement le patron, ait suspendu Faith suite à son mépris constant et flagrant de ses instructions d'abandonner l'affaire, mais cela faisait quand même mal. « Si nous avons des nouvelles de Turk, je te le dirai, » dit Michael avec douceur. Pour l'instant, nous n'avons rien entendu. Elle acquiesça et enfourna une bouchée de crêpes pour étouffer la boule qu'elle avait dans la gorge. « Comment va Ellie ?» demanda-t-elle. Il poussa un soupir. « Rien n'a changé. Elle accepte que je t'aide, mais elle ne veut rien entendre de ta part, pas même tes excuses. Et ça... Est-ce qu'elle est vraiment d'accord pour que tu m'aides, ou elle le tolère juste parce qu'elle pense ne pas avoir le choix ?» Michael la regarda droit dans les yeux. « Faith, si ma femme ne voulait pas que je sois là, crois-moi, je n'y serais pas. » Faith s'arrêta net, sa fourchette en suspens. « Vous vous êtes mariés ?»« Oui, le mois dernier, » répondit-il. Le cœur de Faith se serra. Elle réalisait maintenant qu'elle avait gardé l'espoir secret de renouer son amitié avec Michael après toute cette histoire. Mais apprendre qu'il s'était marié avec Ellie sans même l'en informer avait anéanti cet espoir. Elle parvint à esquisser un sourire. « C'est super, félicitations, je suis contente pour vous deux. »« J'aurais bien voulu t'inviter, dit-il, mais Ellie, enfin, ça va prendre du temps. »« Oui, non, t'inquiète, je comprends. À sa place, je m'en voudrais aussi. »« Elle ne te déteste pas, Faith, c'est juste que... » Sa voix s'éteignit. Visiblement, il n'arrivait pas à trouver un mensonge convaincant. Au bout d'un moment, le silence devint trop pesant pour Faith, alors elle enchaîna. « Comment ça se passe au boulot ? Ils t'ont déjà attribué un nouveau partenaire ?» Il secoua la tête. « Non, ils n'ont rien dit. La nouvelle Rosa pourrait finir par bosser avec moi, en attendant ton retour, bien sûr. » Le sourire de Faith s'effaça. Le patron lui avait clairement fait comprendre que si elle interférait à nouveau dans l'affaire du tueur copycat, c'en serait fini de sa carrière. « Ils ne me réintégreront pas, » lâcha-t-elle.
Ma carrière au FBI est terminée. Chapitre 2. Ils s'arrêtèrent net, tous deux choqués par cet aveu. Michael se reprit le premier. Les yeux plissés, la mâchoire serrée, il lança « Tu n'as pas le droit de baisser les bras, Faith. Tu as merdé, certes, et tu en paieras le prix, mais tu te relèveras. » « Je retournerai au FBI, mais je ne remettrai plus les pieds sur le terrain, » répliqua-t-elle. « Dans le meilleur des cas, ils me relégueront aux preuves matérielles, à m'amuser avec des fluides corporels et des bouts de fibres. Au pire, je finirai à Quantico, noyée sous la paperasse, à m'empâter devant des feuilletons sur un écran portable. » Elle haussa les épaules et reprit une gorgée de café. « Mais ce n'est pas grave, j'ai fait du bon boulot, ces choses-là arrivent. Parle-moi plutôt de cette nouvelle recrue, Rosa. Elle est plus jolie que moi ?» Elle lui adressa un sourire espiègle et Michael leva les yeux au ciel. « Jeffrey Rosa est un beau jeune homme, j'imagine, » dit-il d'un ton amusé. « Et il est beaucoup plus réservé que tu ne l'étais à tes débuts, ce qui me convient parfaitement. Je suis trop vieux pour gérer un autre fort caractère. » Elle éclata de rire. « Je suis sûre que vous vous en sortirez très bien. » Son téléphone sonna à cet instant. Il soupira et en voyant le numéro, leva à nouveau les yeux au ciel. « Le patron. Le devoir m'appelle. Au moins, ce n'est pas pendant ma lune de miel cette fois. » Une image gênante de Michael et Ellie enlacés, lèvres scellées, traversa l'esprit de Faith. Il y a des années, Michael et elle avaient été en couple. Cette époque était révolue depuis longtemps, mais l'idée que Michael puisse aimer quelqu'un d'autre lui semblait encore étrange. Les yeux de Michael s'écarquillèrent en soudain. « C'est Turk !» À ces mots, toute pensée concernant Michael, Ellie, West et le reste s'évanouit. Faith se leva si brusquement qu'elle renversa leurs 2 tasses de café. Michael, à la fois stupéfait et excité, ne réagit même pas, se contentant de reculer pour éviter le liquide brûlant. « On arrive tout de suite. Faith peut venir, n'est-ce pas? C'est incroyable. On sera là dans un instant. » Il raccrocha et sourit à Faith. Une fois de plus, la chance sourit aux audacieux. « Mon Dieu !» s'exclama Faith. Elle enlaça Michael, le serrant contre elle, pleurant sans retenue. « C'est bien lui? Il est vivant? Il va bien ?»« C'est lui, » confirma Michael. « Le veto dit qu'il est amaigri et couvert de bleu, mais qu'il n'est pas en si mauvais état. »« Mon Dieu !» répéta-t-elle. « Quel veto ? À ton avis ? David vient d'arriver au travail et a trouvé Turk qui se reposait sous le porche. » Un bref malaise traversa l'esprit de Faith. David et elle ne s'étaient guère parlé ces 2 derniers mois. En fait, ils n'avaient pas échangé un mot depuis une brève visite à l'hôpital et un coup de fil encore plus bref à sa sortie. Elle ne savait pas comment elle réagirait en revoyant son, peut-être ex-petit ami après tout ce temps. Mais pour l'instant, peu importait. Turk était vivant. Il était vivant, et s'il était vivant, c'est qu'il y avait encore de l'espoir. Sur une impulsion, elle embrassa Michael sur la joue et lui dit « Merci ». Il rit doucement. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. »« Pour être là », dit-elle simplement. Il se figea un instant, se remémorant sans doute l'époque où il n'avait pas été présent pour elle. La 2e fois qu'elle était partie à la recherche de West, elle l'avait d'abord appelé, et il n'avait pas répondu. Il était venu, bien sûr, mais trop tard. Elle était déjà partie seule à sa recherche. « Réponds au téléphone quand je t'appelle. » Après un moment, il la serra plus fort dans ses bras. « Je ne voudrais être nulle part ailleurs. » Lorsque Faith aperçut Turk assis sur la table d'examen, elle faillit défaillir. Son pelage était emmêlé par endroits et clairsemé à d'autres. Ses côtes saillaient et ses pattes semblaient presque frêles comparées aux chiens robustes qu'elle connaissait, mais quand il releva la tête et que ses yeux s'illuminèrent d'une joie soudaine, elle sut que son fidèle compagnon lui était revenu. Il aboya et, malgré sa malnutrition, sauta de la table pour bondir vers Faith avec l'exubérance d'un chiot. Elle se laissa tomber à genoux et ouvrit grand les bras. Turk s'y précipita, aboyant et la léchant avec enthousiasme tandis qu'elle pleurait en le serrant contre elle. « Eh mon grand !» murmura-t-elle. « Je suis si heureuse de te revoir, tu m'as tellement manqué. » Elle le garda dans ses bras un long moment, riant et pleurant, tandis qu'il lui léchait le visage comme s'il ne s'attendait pas à la revoir. Il ne s'y attendait probablement pas, en effet. Elle l'écarta légèrement pour plonger son regard dans ses yeux bruns, expressifs et sincères. Elle s'inquiéta de la facilité avec laquelle elle supportait son poids. Il avait dû perdre au moins 5 kilos, mais la lueur dans ses yeux et son sourire en coin lui assurèrent que tout irait bien. Turk était de retour auprès de Faith maintenant, et tout rentrerait dans l'ordre. « Tout ira bien », répéta-t-elle, savourant la sonorité de ses mots et plus encore le fait qu'elle y croyait. Elle serra à nouveau Turk contre elle et respira profondément. Elle pouffa de rire et dit « Tu empestes les égouts, mon grand ». Le chien aboya joyeusement, ce qui la fit rire de plus belle.
Elle le garda dans ses bras un moment avant de le relâcher lorsqu'il tenta de s'échapper. Elle comprit pourquoi quelques instants plus tard, quand Michael se pencha pour le prendre. « Bon sang, Turk, dit-il. Il faut que je suive ton régime. » Le chien aboya et se mit à lécher frénétiquement le visage de Michael. Ce dernier, d'ordinaire peu enclin au câlin canin, les supporta avec le sourire. Faith aperçut des larmes perler au coin de ses yeux et ne put s'empêcher de rire à nouveau. « Nom d'un chien, tu as besoin d'un bain, » dit Michael en le tenant à bout de bras. « On dirait que quelque chose est mort sur toi. Ne me dis pas que tu as fait le boulot à notre place et que tu as liquidé le grand méchant. » Le sourire de Faith s'estompa légèrement. Elle aurait tant voulu que West puisse être éliminé aussi facilement, qu'il disparaisse comme s'il n'avait jamais existé. Son désir de longue date d'être celle qui vaincrait le tueur imitateur n'était plus d'actualité. Elle souhaitait simplement qu'il s'évapore. Cependant, sa tristesse fut de courte durée. Turk bondit des bras de Michael et malgré un léger déséquilibre à l'atterrissage, il se reprit rapidement pour sauter sur la table, juste avant que la porte de la salle d'examen ne s'ouvre. Faith sentit son cœur s'emballer en le voyant. Sa peau alternait entre bouffées de chaleur et frissons, et lorsqu'elle déglutit, sa langue lui parut épaisse et maladroite. Elle avait réagi de la même façon lors de leur première rencontre, complètement bouleversée par sa présence. C'était un héros, un prince, un chevalier en armure étincelante. Elle chassa le souvenir des paroles de West comme on chasse une mouche importune et parvint à sourire lorsque David s'approcha. « Bonjour David, dit-elle timidement. « Bonjour Faith, répondit-il. Un silence gêné s'installa entre eux. Puis Michael, sentant peut-être qu'il était de trop, lança « Je vais chercher un café au Morning Glory. Vous voulez quelque chose ?»« J'ai déjà eu le mien, merci, » dit David. « Ça ira pour moi aussi, merci, » ajouta Faith. Michael haussa les épaules. « Tant pis pour vous, je reviens dans 10-30 minutes. » Après son départ, un nouveau silence pesant s'installa. Faith baissa les yeux et constata que ses doigts s'entortillaient nerveusement sur le devant de sa chemise. Elle les força à se séparer, puis releva le regard vers David. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.